Rebonjour, bienvenue, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition du 2 juin 2022 du live de TV Finance. Comme convenu, je suis en plateau et en direct avec monsieur Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Philippe que vous êtes directeur de la recherche chez Ostrom Asset Management et également rédacteur du blog éponyme, philippewester.blog.com je crois. Philippe, vous êtes avec nous aujourd'hui et je vous en remercie parce qu'on va décortiquer l'intervention de Bruno Le Maire dans différents médias où il aborde différents sujets. Le premier, le plus important, selon moi, c'est qu'il a expliqué que le risque de récession n'existait pas. Pour lui, il est complètement absent alors que l'INSEE a revu à la baisse sa croissance du T1 2022 de moins 0,2. Est-ce que vous pensez clairement que le T2 2022 pourrait être Alors, négatif? Il y a deux choses. Il est rare qu'un ministre de l'économie annonce comme ça, dans une interview reprise à peu près partout, que la récession est à venir. C'est pas son discours, ça voudrait dire que sa politique économique n'est pas efficace. Donc Bruno Le Maire est dans son rôle. Après, ce qu'on observe sur les chiffres qu'on a eus au premier trimestre, c'est que les ménages ont eu une perte de pouvoir d'achat significative. Et quand on regarde le trimestre, on s'aperçoit que la hausse des prix de l'énergie, c'est surtout au mois de mars, après le 24 février et l'invasion de l'Ukraine. Donc ces prix élevés, on va les retrouver en avril, en juin, en mai. On les a déjà vus à travers les indices de prix, les indices de publication d'inflation de l'INSEE. On va les voir encore en juin. Ça veut dire que les pertes de pouvoir d'achat au deuxième trimestre vont être plus importantes que ce qu'on a vu au premier trimestre. C'est le risque posé. Donc les ménages qui avaient été pénalisés par ça vont probablement continuer de s'ajuster. Et on voit bien quand on regarde les indicateurs de confiance que les ménages sont inquiets sur l'évolution de leur pouvoir d'achat. Et on commence à voir des publications dans des journaux qui nous disent l'inflation vous coûte tant par mois. Et donc on sent bien qu'il y a une vraie préoccupation et un vrai ajustement qui s'opère. Alors, il est toujours compliqué de dire on va être en récession quoi qu'il arrive, mais la probabilité qu'il y ait une récession me paraît loin d'être nulle après le moins 0,2 effectivement qu'on a observé au premier trimestre. Au premier trimestre 2022. Alors effectivement, tous les indicateurs montrent que la consommation des ménages baisse, que le moral des ménages est donc impacté. Il explique également que le pic d'inflation, on le vit actuellement, il est aujourd'hui, clairement. On a quand même beaucoup, alors j'imagine, comme vous le dites, qu'il est dans ce rôle, qu'il est là pour pas faire paniquer finalement les marchés, les ménages, etc. On se rend compte quand même que le pic d'inflation, l'inflation est drivée en Europe par les prix de l'énergie. Il y a énormément d'indices qui nous font dire que les prix de l'énergie vont continuer à grimper. Donc l'inflation, a priori, mathématiquement, elle est encore devant nous, en fait, le pic. On aura encore probablement de l'inflation. Est-ce qu'on passera à des niveaux très élevés? Probablement pas. Mais ce qu'on voit, c'est que le prix de l'énergie, effectivement, reste élevé. Le prix du pétrole est très élevé. Est-ce qu'il va s'accélérer peut-être un petit peu avec la réduction de l'offre russe de pétrole. On n'utilisera pas de pétrole russe a priori, et donc ça jouera forcément un peu. Mais c'est pas ça pour moi, la préoccupation aujourd'hui, c'est pas celle-là. On restera avec des prix élevés, ce qui fait que le consommateur observera des prix élevés, mais en termes de taux d'inflation, l'impact sera beaucoup plus réduit parce que on va faire des comparaisons sur des prix qui, un an auparavant, sont plus élevés. Par contre, il y a des inquiétudes sur les prix alimentaires. Quand on regarde les indicateurs à l'échelle française, à l'échelle européenne, on observe que les prix alimentaires continuent de progresser et que l'environnement ne suggère pas que les choses vont s'inverser très rapidement. On voit en France, la production de blé est pénalisée par la sécheresse. En Inde, le blé a brûlé sur pied parce que il y avait la chaleur. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Et puis le troisième phénomène qu'on observe, c'est que ces prix des matières premières qui augmentent
pas simplement l'énergie, mais des métaux, etc., se transmettent progressivement au prix des biens. Et on voit le prix des biens accélérer. Donc on n'est probablement pas encore au pic d'inflation. Après, ce qu'évoque Bruno Le Maire, c'est de dire on ne retrouvera pas un régime d'inflation normal avant fin 2023. Mais ça ne veut pas dire que on va avoir... voilà, ça ne veut pas dire qu'on aura des choses qui vont exploser d'ici là, mais le pic d'inflation est probablement à voir dans les 2-3 mois qui viennent peut-être. D'accord, ok, très clair. Du coup, vous nous dites, alors ce qu'on a remarqué au T1 2022, c'est que les entreprises ont fait jouer à fond l'effet prix, c'est-à-dire qu'elles ont augmenté leurs prix pour préserver leurs marges. On voit qu'aujourd'hui, donc dans les enquêtes, que les ménages consomment moins. Du coup, les entreprises vont moins pouvoir répercuter ces hausses de coûts. Est-ce qu'on peut s'attendre au cours du T2 mécaniquement à une baisse des valorisations et donc une baisse des indices est-ce que ça vous semble... C'est compliqué. C'est compliqué à faire le lien immédiat parce que ça dépend du type de marché, ça dépend de la position de l'entreprise dans son marché. Donc c'est un petit peu hâtif d'imaginer qu'il y ait une relation directe. Ok, très clair. Alors, on a vu effectivement que l'inflation, le pic d'inflation est peut-être devant nous à 2-3 mois, comme vous nous dites. Bruno Le Maire dit également que l'État français, le gouvernement français va poursuivre d'une certaine façon quoi qu'il en coûte, à la fois par la revalorisation des retraites, mais également par la poursuite du bouclier énergétique. Est-ce que ce quoi qu'il en coûte aujourd'hui, alors que les banques centrales relèvent leurs taux, les marchés anticipent une hausse de taux de la BCE, du coup mécaniquement les taux souverains augmentent, donc le coût de la dette augmente également. Est-ce que c'est toujours une bonne stratégie, ce quoi qu'il en coûte aujourd'hui ? Moi je pense que c'est une bonne stratégie pour deux raisons. On sait que la Banque centrale va durcir le ton parce qu'elle ne veut pas que l'inflation s'inscrive dans la durée. Donc si elle relève les taux d'intérêt un peu brutalement, ça va fragiliser l'économie. Dans le même temps, on observe que les prix de l'énergie ont progressé très rapidement. Et si vous êtes, vous, consommateur, face à cette hausse brutale des prix, votre comportement est déstabilisé. Le rôle de la politique économique et le rôle du bouclier énergétique, c'est de dire on va lisser cette évolution dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne la prendra pas en compte, mais on va la lisser dans le temps pour que vous, consommateurs, vous ayez le temps de modifier vos comportements, d'ajuster votre budget et de ne pas le faire dans l'urgence. Et de ce point de vue-là, ça permettra de maintenir un certain niveau de demande. Et donc, il y a une complémentarité entre les deux. Il y a une politique budgétaire qui permet d'alimenter la demande d'une certaine manière, au regard de l'environnement, et une politique monétaire qui est suffisamment restrictive pour éviter que l'inflation ne s'inscrive dans la durée. Et c'est cette combinaison qui va être très utile, et de ce fait-là, le quoi qu'il en coûte via le contrat le bouclier énergétique est important. Et la revalorisation sur lesquelles là le gouvernement peut jouer, c'est-à-dire sur les retraites et sur le point d'indice de la fonction publique, vont être aussi une façon de limiter, de modérer l'ajustement à venir. L'ajustement à venir. Une dernière chose concernant Bruno Le Maire, il a incité les entreprises à augmenter les salaires dans cet environnement inflationniste. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est toujours la même chose, la même problématique. C'est-à-dire que augmenter les salaires, c'est pas un problème en tant que tel. La question qui est posée dans ce type de situation aujourd'hui, c'est est-ce qu'on change les règles ou pas ? On se souvient, on a toujours en tête ce qui s'était passé dans les années 70. Jacques Chirac, alors Premier ministre, avait décidé d'une indexation unitaire. Toute hausse de prix était répercutée dans les salaires. Et cette situation n'est pas tenable parce que ça crée de l'inflation persistante. Rappelons-nous, entre 1973 et 1982, l'inflation moyenne en France était de 11%. Donc ça, c'est très déstabilisant. Si on peut éviter cette situation, c'est bien. Alors si les entreprises ont des marges pour augmenter les salaires, pourquoi pas ? Ça peut être bien, mais après, la question, c'est est-ce qu'on change les règles de formation des salaires ou pas ? D'accord, très clair. Ok, merci beaucoup. On va très rapidement, hier, la Réserve fédérale américaine a publié son livre beige, donc c'est-à-dire en gros c'est un livre, un document dans lequel elle fait un état de l'économie à un instant T et elle fait quelques prévisions. Du coup, quand on le lit, c'est un peu du classique, c'est-à-dire qu'en fait il y a à boire et à manger.
ce qui nous intéresse, c'est beaucoup, notamment le risque de récession. Alors, on nous explique que elle peut limiter l'inflation, mais quand elle est élevée comme aujourd'hui, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Ça veut dire que, alors je fais référence à nouveau aux années 70. Rappelez-vous, je parlais de la France, mais aux États-Unis, l'inflation a été très élevée aussi, et elle s'est inscrite durant après le premier choc pétrolier jusqu'au début des années 80. Et pour casser cette inflation, la Federal Reserve avait augmenté ses taux sous l'impulsion de Paul Volcker à un niveau de 19%, ce qui est un niveau élevé, quoi qu'il arrive. Et donc, ça avait effectivement cassé l'inflation, mais ça avait provoqué une récession profonde en 82. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on accepte une inflation persistante avec l'obligation derrière de mettre en œuvre une politique très brutale, ou est-ce qu'on, dès le départ, on met en place une stratégie plutôt restrictive pour ne pas avoir cette inflation persistante, quitte à ce que ça pèse sur l'activité immédiatement. Mais si on fait le bilan des deux, le sentiment aujourd'hui est que attaquer tout de suite l'inflation, c'est moins coûteux que d'attendre et d'avoir à prendre des mesures très, très brutales à la fin. D'accord, donc selon vous, la probabilité d'un risque récessionnaire aux États-Unis existe. C'est Deutsche Bank, hein. Oui, c'est ça. Oui. Deutsche Bank l'estime à 50% aujourd'hui quand il était à 25% il y a 3 semaines. Donc clairement, on a partout quand on observe une accélération brutale des prix de l'énergie, c'est ce qu'on a constaté. Généralement derrière, on a un frein sur l'activité. Okay. Parce que tout le monde, entreprises et ménages, sont obligés d'ajuster leur comportement. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans une situation dramatique, mais on doit ajuster nos comportements face à cette situation, et ça crée des mouvements, un environnement un peu flou, dans lequel on peut effectivement avoir une récession. Et on est vraiment dans cette situation, c'est-à-dire que on voit bien, on a un horizon qui est assez brouillé pour tout un tas de raisons, et on ne sait pas très bien quel repère avoir. Et donc on voit des comportements qui s'ajustent, qui bougent, et on peut, dans ce cadre-là, avoir une activité qui ralentit un peu plus vite que ce qui était imaginé. Et en Europe, vous estimez que le risque de récession existe Oui. Aussi, également. Oui. Et il devrait intervenir quand ? À partir du moment où la BCE va augmenter ses taux globalement ? Je pense qu'on est pas très loin de la récession en France, on n'est pas très loin de la récession en Allemagne. Oui, les deux locomotives européennes. Oui, on a une inflexion de l'activité. Voilà, il faut l'avoir en tête et puis s'ajuster et mettre en place les politiques économiques qui permettront d'en limiter l'impact et la profondeur. Ok, très bien. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et rédacteur du blog éponyme. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Chronocac et Xavier Fenot. À tout de suite sur TV Finance.